Bonjour, ou plutôt bonsoir, car ceci est une vidéo destinée aux personnes souffrant de troubles du sommeil. Les vidéos de cette chaîne seront réalisées sur le principe de l'ASMR pour pouvoir vous conduire à un état de relaxation qui sera propice à l'endormissement. Je vais lire des livres qui sont des livres classiques car exclus des droits d'auteur. Et nous allons commencer pour cette première séance avec le livre de Maupassant, Une vie. Je pense que je vais consacrer une vidéo par chapitre. Une vie est un livre de Maupassant donc qui a été publié en 1883. Il est dédié à Madame Brenne, hommage d'un ami dévoué et en souvenir d'un ami mort. Chapitre 1. Jeanne, ayant fini ses malles, s'approcha de la fenêtre. Mais la pluie ne cessait pas. L'averse toute la nuit avait sonné contre les carreaux et les toits. Le ciel bas et chargé d'eau semblait crever, se vidant sur la terre, la délayant en bouillie, la fondant comme du sucre. Des rafales passaient pleines d'une chaleur lourde. Le ronflement des ruisseaux débordés emplissait les rues désertes, où les maisons, comme des éponges, buvaient l'humidité qui pénétrait au-dedans et faisait suer les murs de la cave au grenier. Jeanne est sortie la veille du couvent, libre enfin pour toujours, prête à saisir tous les bonheurs de la vie dont elle rêvait depuis si longtemps. Craignait que son père hésitât à partir si le temps ne s'éclaircissait pas. Et pour la 100e fois depuis le matin, elle interrogeait l'horizon. Puis elle s'aperçut qu'elle avait oublié de mettre son calendrier dans son sac de voyage. Elle cueillit sur le mur le petit carton divisé par mois et portant au milieu d'un dessin la date de l'année courante 1819 en chiffres d'or. Puis elle biffa à coups de crayon les 4 premières colonnes, rayant chaque nom de saint jusqu'au 2 mai, jour de sa sortie du couvent. Une voix derrière la porte appela « Jeannette ». Jeanne répondit « Entre papa » et son père parut. Le baron Simon Jacques Le Pertuis des Vaux était un gentilhomme de l'autre siècle, maniaque et bon. Disciple enthousiaste de Jean-Jacques Rousseau, il avait des tendresses d'amant pour la nature, les champs, les bois, les bêtes. Aristocrate de naissance, il haïssait par instinct 93. Mais philosophe par tempérament et libéral par éducation, il excellerait à la tyrannie d'une haine inoffensive et déclamatoire. Sa grande force et sa grande faiblesse, c'était la bonté. Une bonté qui n'avait pas assez de bras pour caresser, pour donner, pour étreindre. Une bonté de créateur, éparse, sans résistance, comme l'engourdissement d'un nerf de la volonté. Une lacune dans l'énergie, presque un vice. Homme de théorie, il méditait tout un plan d'éducation pour sa fille, voulant la faire heureuse, bonne, tendre et droite. Elle était demeurée jusqu'à 12 ans dans la maison, puis, malgré les pleurs de sa mère, elle fut mise au Sacré-Cœur. Il l'avait tenue là sévèrement enfermée, cloîtrée, ignorée, et ignorante des choses humaines. Il voulait qu'on la lui rendît chaste à 17 ans pour la tremper lui-même dans une sorte de bain de poésie raisonnable. Et, par les chants, au milieu de la terre fécondée, ouvrir son âme, dégourdir son ignorance à l'aspect de l'amour naïf, des tendresses simples des animaux, des lois sereines de la vie. Elle sortait maintenant du couvent, radieuse, pleine de sève et d'appétit de bonheur, prête à toutes les joies, à tous les hasards charmants que dans le désœuvrement des jours, la longueur des nuits, la solitude des espérances, son esprit avait déjà parcouru. Elle semblait un portrait de Véronèse, avec ses cheveux d'un blond luisant qu'on aurait dit avoir déteint sur sa chair. Une chair d'aristocrate à peine nuancée de rose, ombrée d'un léger duvet,
d'une sorte de velours pâle qu'on apercevait un peu quand le soleil la caressait. Ses yeux étaient bleus, de ce bleu opaque qu'ont ceux des bonhommes en faïence de Hollande. Elle avait, sur l'aile gauche de la narine, un petit grain de beauté, un autre à droite, sur le menton, où frisaient quelques poils si sensibles à sa peau qu'on les distinguait à peine. Elle était grande, mûre de poitrine, ondoyante de la taille. Sa voix nette semblait parfois trop aiguë, mais son rire franc jetait de la joie autour d'elle. Souvent, d'un geste familier, elle portait ses deux mains à ses tempes comme pour lisser sa chevelure. Elle courut à son père et l'embrassa, en l'étreignant. « Eh bien, partons-nous, dit-elle. » Il sourit, secoua ses cheveux déjà blancs, et qu'il portait assez longs, et, tendant la main vers la fenêtre, « Comment veux-tu voyager par un temps pareil ?» Mais elle le priait, câline et tendre. « Oh papa, partons, je t'en supplie. Il fera beau dans l'après-midi. Mais ta mère n'y consentira jamais. Si, je te le promets, je m'en charge. Si tu parviens à décider ta mère, je veux bien, moi. » Et elle se précipita vers la chambre de la baronne, car elle avait attendu ce jour du départ avec une impatience grandissante. Depuis son entrée au Sacré-Cœur, elle n'avait pas quitté Rouen. Son père ne permettait aucune distraction avant l'âge qu'il avait fixé. 2 fois seulement on l'avait emmenée 15 jours à Paris, mais c'était une ville encore, et elle ne rêvait que de la campagne. Elle avait maintenant passé l'été dans leur propriété des peuples, vieux château de famille planté sur la falaise auprès du port, et elle se promettait une joie infinie de cette vie libre au bord des flots. Puis il était entendu qu'on lui faisait don de ce manoir qu'elle habiterait toujours lorsqu'elle serait mariée. Et la pluie, tombant sans répit depuis la veille au soir, était le premier gros chagrin de son existence. Mais, au bout de 3 minutes, elle sortit en courant, de la chambre de sa mère, criant par toute la maison « Papa, papa, maman veut bien, fais atteler. » Le déluge ne s'apaisait point. On eût dit même qu'il redoublait quand la calèche s'avança dans la porte. Jeanne était prête à monter en voiture lorsque la baronne descendit l'escalier, soutenue d'un côté par son mari et de l'autre par une grande fille de chambre forte et bien découplée comme un gars. C'était une Normande du pays de Caux, qui paraissait au moins 20 ans, bien qu'elle en eût au plus 18. On la traitait dans la famille un peu comme une seconde fille, car elle avait été la sœur de lait de Jeanne. Elle s'appelait Rosalie. Sa principale fonction consistait d'ailleurs à guider les pas de sa maîtresse devenue énorme depuis quelques années par suite d'une hypertrophie du cœur dont elle se plaignait sans cesse. La baronne atteignit en soufflant beaucoup le perron du vieil hôtel, regarda la cour où l'eau ruisselait et murmura « Ce n'est vraiment pas raisonnable. » Son mari, toujours souriant, répondit « C'est vous qui l'avez voulu, Madame Adélaïde ?» Comme elle portait ce nom pompeux de Madame Adélaïde, il le faisait toujours précéder de Madame avec un certain air de respect un peu moqueur. Puis elle se remit en marche et monta péniblement dans la voiture dont tous les ressorts plièrent. Le baron s'assit à côté. Jeanne et Rosalie prirent place sur la banquette à reculons. La cuisinière Ludivine apporta des masses de manteaux qu'on disposa sur ses genoux, plus de paniers qu'on dissimula sous les jambes. Puis elle grimpa sur le siège à côté du père Simon et s'enveloppa d'une grande couverture qui la coiffait entièrement. Le concierge et sa femme vinrent saluer en fermant la portière. Ils reçurent les dernières recommandations pour les malles qui devaient suivre dans une charrette, et on partit. Le père Simon, le cocher, la tête baissée, le dos arrondi sous la pluie, disparaissait dans son carrick à triple collet. La bourrasque gémissante battait les vitres, inondant la chaussée. La berline au grand trot des 2 chevaux dévala rondement sur le quai, longea la ligne des grands navires dont les mâts, les vergues, les cordages se dressaient tristement dans le ciel ruisselant, comme des arbres dépouillés. Puis elle s'engagea sur le long boulevard du mont Riboudet.
Bientôt on traversa les prairies, et de temps en temps un saule noyé, les branches pendantes avec un abandonnement de cadavres, se dessinaient gravement à travers un brouillard d'eau. Les fers des chevaux clapotaient et les 4 roues faisaient des soleils debout. On se taisait, les esprits eux-mêmes semblaient mouillés comme la terre. Petite mère se renversant appuya sa tête et ferma ses paupières. Le baron considérait d'un œil morne les campagnes monotones et trempées. Rosalie, un paquet sur les genoux, songeait de cette songerie animale des gens du peuple. Mais Jeanne, sous ce ruissellement tiède, se sentait revivre ainsi qu'une plante enfermée qu'on vient de remettre à l'air, et l'épaisseur de sa joie comme un feuillage abritait son cœur de la tristesse. Bien qu'elle ne parlât pas, elle avait envie de chanter, de tendre dehors sa main pour l'emplir d'eau qu'elle boirait, et elle jouissait d'être emportée au grand trot des chevaux, de voir la désolation des paysages, et de se sentir à l'abri au milieu de cette inondation. Et sous la pluie acharnée, les croupes luisantes des 2 bêtes exhalaient une buée d'eau bouillante. La baronne, peu à peu, s'endormait. Sa figure qu'encadraient 6 boudins réguliers de cheveux pendillants s'affaissa peu à peu, mollement soutenue par les 3 grandes vagues de son cou dont les dernières ondulations se perdaient dans la pleine mer de sa poitrine. Sa tête, soulevée à chaque aspiration, retombait ensuite. Les joues s'enflaient tandis qu'entre ses lèvres entr'ouvertes passait un ronflement sonore. Son mari se pencha vers elle et posa doucement dans ses mains croisées sur l'ampleur de son ventre un petit portefeuille de cuir. Ce toucher la réveilla, et elle considéra l'objet d'un regard noyé, avec cet hébétement des sommeils interrompus. Le portefeuille tomba, s'ouvrit, de l'or et des billets de banque s'éparpillèrent dans la calèche. Elle s'éveilla tout à fait, et la gaieté de sa fille partit en une fusée de rire. Le baron ramassa l'argent et le lui posa entre les genoux. « Voici, ma chère amie, tout ce qui vous reste de ma ferme des Loutelots. Je les vendis pour faire réparer les peuples où nous habiterons souvent désormais. » Elle compta 6 milliards et 400 francs et les mit tranquillement dans sa poche. C'était la 9e ferme vendue ainsi sur 31 que leurs parents avaient laissée. Ils possédaient cependant encore 20 000 livres de rente en terre qui, bien administrés, auraient facilement rendu 36 000 francs. Comme ils vivaient simplement, ce revenu aurait suffi s'ils n'avaient eu dans la maison un trou sans fond toujours ouvert. La bonté. Elle tarissait l'argent dans leurs mains comme le soleil tarit l'eau des marécages. Cela couillait, fuyait, disparaissait. Comment? Personne n'en savait rien. À tout moment, l'un d'eux disait « Je ne sais comment cela s'est fait. J'ai dépensé 100 francs aujourd'hui, sans rien acheter de gros. » Cette facilité de donner était du reste un des grands bonheurs de leur vie. Et ils s'entendaient sur ce point d'une façon touchante et superbe. Jeanne demanda « Est-ce beau maintenant mon château ?» Le chapitre de nos passants s'est révélé en fait beaucoup plus long que prévu. Je ne pourrai pas aller au bout dans cette vidéo car j'ai peur de la restriction YouTube. Mais je vous donne rendez-vous pour une prochaine séance très bientôt. Dans une prochaine vidéo, nous continuerons exactement où nous étions arrêtés.